on m'a demandé de traiter de l'hypertension artérielle, de la grossesse et quoi faire après. Alors, pourquoi cette thématique et d'abord de quoi parlons-nous? Eh bien, on va parler de l'ensemble des désordres hypertensifs de la grossesse, qu'il s'agisse de l'hypertension chronique, soit connue, soit diagnostiquée à l'occasion de cette grossesse, de l'hypertension gestationnelle et de la prééclampsie, en sachant que les retentissements au niveau cardiovasculaire vont être différents un petit peu en fonction de ces différentes hypertensions. Alors, pourquoi cette thématique? Eh bien, pour au moins deux raisons importantes. D'abord, en raison de sa gravité, puisque ces désordres hypertensifs représentent la deuxième cause actuellement de mortalité en postpartum chez les femmes après les complications hémorragiques du postpartum. Et que, d'autre part, ces antécédents entraînent un risque majeur d'hypertension et de maladie cardiovasculaire après. Deuxième élément également, c'est la fréquence, puisque on pense qu'il y a à peu près entre 7 et 10% des grossesses qui sont compliquées d'hypertension. Et puis un petit focus tout particulier dans les îles, dont la Martinique, c'est que les femmes noires afro-caribéennes souffrent beaucoup plus fréquemment d'hypertension chronique, d'une part, d'hypertension gravidique. Elles ont également plus de prééclampsie. Et c'est, je pense, quelque chose qui va être détaillé par Nathalie tout à l'heure. J'ai appris hier également par Nathalie qu'on avait une augmentation des prééclampsies récentes, peut-être liée aux émanations liées au sargasse. Donc, à voir, mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Alors, concernant ces désordres hypertensifs, bien non, le suivi, bien sûr, ne doit pas s'arrêter à l'accouchement. Dans ce suivi, on va essentiellement voir deux périodes différentes. D'une part, une période qui concerne le postpartum immédiat et ce que l'on appelle, ce que les gynécos appellent le 4e trimestre de la grossesse. Et également, on va voir dans un second temps le suivi à long terme de ces patientes, car tout ne s'arrête pas effectivement à l'accouchement. Alors, concernant le postpartum immédiat, c'est une période, j'allais dire, à haut risque, où toutes les complications les plus graves peuvent survenir. En effet, il existe une augmentation de la pression artérielle très rapide, souvent importante, liée à différents facteurs, dont essentiellement la mobilisation du secteur extravasculaire, mais peut-être aussi l'anxiété, certaines drogues qui ont pu être administrées. Et c'est cette période qui est maximale entre J5 et J7 où on a encore un risque de survenue d'éclampsie, d'une part, et c'est dans cette période qu'on a les survenues d'accidents vasculaires, qu'il s'agit d'AVC ou encore au niveau coronaire, des dissections coronaires. C'est la raison pour laquelle donc, on préconise une surveillance vraiment drastique de cette pression artérielle dans les 6 heures qui suivent la délivrance, et puis ensuite de façon journalière pendant l'hospitalisation, et au moins pendant une semaine lorsque les patientes sont rentrées à domicile. Donc, au niveau de cette prise en charge, le second temps, ce qu'on appelle donc le 4e trimestre de la grossesse, c'est une surveillance qui doit être rapprochée jusqu'à la 12e semaine, qui va permettre d'une part de faire le diagnostic lorsqu'il n'a pas été fait d'hypertension artérielle gestationnelle. À ce moment-là, cette hypertension aura disparu, elle se sera normalisée dans les 6-12 semaines. Ou alors, effectivement, confirmer le diagnostic d'une hypertension chronique. Bien savoir que si vous avez une hypertension qui persiste chez une jeune femme de moins de 40 ans, toujours rechercher une hypertension, une cause secondaire qu'on va retrouver dans près de 10% des cas, ce qui n'est pas négligeable. On va bien sûr reprendre le traitement médicamenteux de l'hypertension. On a maintenant des tableaux qui nous donnent les drogues qui sont permises en cas d'allaitement, en sachant que toutes les drogues sont excrétées dans le lait maternel, mais souvent à des doses très faibles. Et puis, dès cette période, eh bien, on va vraiment inciter les patientes à modifier, si besoin était, leur style de vie. Concernant maintenant le suivi à plus long terme, quels sont les risques après l'accouchement pour la mère en cas d'hypertension gravidique?
c'est-à-dire donc cette survenue de nouveau d'une hypertension à moins de 20 semaines d'aménorrhée. Concernant une méta-analyse, donc un premier résultat, on va retrouver donc très rapidement, finalement, une augmentation du risque cardiovasculaire, avec une augmentation de 45% de maladies cardiovasculaires qui sont entraînées essentiellement par les coronaropathies. Et ce risque va augmenter en cas de grossesse ultérieure. Autre étude, alors là, qui est vraiment très intéressante, parce qu'on a pris une cohorte qui est vraiment très importante, celle des Nurses Health Study, 60 000 femmes, suivi moyenne de 34 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, parmi ces femmes qui ont développé une hypertension durant leur grossesse, on s'est aperçu que, d'une part, 10% de ces grossesses étaient compliquées d'hypertension, qu'il s'agissait le plus souvent de femmes obèses, avec un BMI qui est supérieur à 30, de femmes souvent âgées, entre 40 et 49 ans. Et que le fait d'avoir développé donc, cette hypertension entraînait globalement un risque augmenté de 60% de développer une maladie cardiovasculaire. Mais lorsqu'on essaye de différencier finalement la prééclampsie et l'hypertension gravidique, on se rend compte que le risque est différent. Ah ben décidément. Le risque est différent selon qu'il s'agisse d'une hypertension gestationnelle, où le surrisque est de 40% de développer une maladie cardiovasculaire, alors qu'en cas de prééclampsie, il est de 70%. Donc on voit déjà qu'il s'agit sans doute de phénomènes physiopathologiques différents. On s'est aussi posé la question, dans le développement de ces maladies cardiovasculaires à distance de l'accouchement, de savoir quelle était la part respective du désordre hypertensif en lui-même et des facteurs de risque classiques qui étaient associés. Et on s'est aperçu qu'en fait, cette association est médiée essentiellement pour 64% par des facteurs de risque classiques, et là encore avec une différence, c'est-à-dire que ces facteurs de risque vont avoir une importance plus forte lorsqu'il s'agit d'une hypertension gestationnelle, puisqu'on pense que l'évolution vers la maladie cardiovasculaire est liée à 84% par les facteurs de risque associés, alors que pour la prééclampsie, c'est simplement 57%. Mais dans tous les cas, c'est vraiment mettre le point sur le focus, sur l'importance de la prévention secondaire. Et donc là, effectivement, c'est la même chose que ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire qu'une personne donc, qui a eu un désordre hypertensif, ce n'est pas simplement se focaliser sur ces 2 chiffres de pression artérielle, c'est tout ce qui va avec en termes de score de risque et également en termes, j'allais dire, de modification du style de vie. Également, attention aux idées reçues. Le fait d'être enceinte ne doit pas être, sauf cas exceptionnel, une prescription de repos. Au contraire, on sait maintenant qu'une activité physique adaptée est possible, elle est bénéfique, elle est sûre lorsqu'elle est bien adaptée, y compris durant la grossesse. Elle aide au contrôle des facteurs de risque, elle améliore la qualité de vie, elle diminue les syndromes dépressifs et elle améliore, on l'a vu bien sûr, les chiffres tensionnels. Importance également donc, dans le suivi, lorsqu'il y a un désir de grossesse ultérieure, on sait qu'il y a un risque de récurrence de désordre hypertensif de 20 à 30%. Et c'est rappeler l'importance de la consultation préconceptionnelle. Lorsque une femme va avoir donc, un désir de nouvelle grossesse, c'est au niveau des médecins, donc revoir un petit peu le traitement et vérifier qu'il n'y ait pas de traitements qui sont incompatibles avec une future grossesse. C'est rappeler l'importance de l'automesure tensionnelle, c'est rappeler effectivement toutes les mesures de prévention et bien sûr rappeler un petit peu la surveillance particulière devant la grossesse. Alors, on a parlé là des risques chez la femme, essentiellement. Actuellement, il y a également beaucoup d'études qui montrent que ces femmes qui ont eu un désordre hypertensif
de la grossesse ont des maladies cardiovasculaires, c'est ce qu'on vient de voir, hein, qui est sous-tendu essentiellement par des dysfonctions vasculaires avec une augmentation de l'épaisseur intima média, avec une diminution de la vasodilatation endothélo-dépendante, d'accord, mais également, surtout en cas de prééclampsie, il va y avoir des répercussions sur le fœtus, puis ensuite sur l'enfant. Sur le fœtus, par exemple, on se rend compte par l'examen, par exemple, du cordon ombilical, que ce cordon ombilical, la veine ombilicale est de diamètre très réduite, hein, donc avec effectivement une diminution des échanges materno-placentaires, hein, et qu'il va y avoir également, lorsque l'on suit ces enfants, qui sont nés de grossesses compliquées de prééclampsie, une augmentation des chiffres de pression artérielle, hein, de plus 5 mm de mercure, et également de la pression artérielle diastolique comparée au groupe contrôle, et que ces enfants aussi ont des BMI supérieurs aux mères qui n'ont pas eu de complications. C'est une des raisons pour laquelle on se posait la question de savoir chez ces personnes à risque, soit parce qu'elles ont déjà fait une prééclampsie, soit parce qu'il y a des facteurs de risque importants, est-ce que le fait de corriger dès la période préconceptionnelle par des modifications du style de vie en particulier et des facteurs de risque peut avoir une incidence favorable chez les enfants? Et c'est une étude qui va être mise en place au niveau de la Société européenne de cardiologie, qui va prendre en charge donc ces femmes dont on sait qu'elles ont un haut risque de désordre hypertensif au cours de la grossesse et d'avoir un suivi longitudinal des cohortes d'enfants qui seront nés par la suite. Voilà, donc ça à voir, mais bon, ça, on n'aura pas les résultats avant plusieurs années. Vous avez également, je vous ai mis cette référence qui vous permet un petit peu de voir un petit peu, d'avoir une checklist de cette surveillance de la grossesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Monpère. Alors, on a pris du retard parce que les néphrologues ont tellement de choses intéressantes à raconter, donc ça déborde. Et en plus, quand le modérateur est aussi un néphrologue, alors là, la prochaine fois, quand les néphrologues partent, il faut faire un modérateur cardiologue modéré. On est très content d'avoir le docteur Monpère avec nous. Le docteur Monpère, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie des pionniers de la réadaptation cardiaque, c'est ça? C'est vrai. Voilà, à Tours notamment. Et voilà, c'est vrai que si vous voulez développer la rééducation cardiaque, c'est vrai qu'à Tours faisait partie des centres référents, je me rappelle. Voilà. Est-ce qu'il y a, on peut prendre deux questions? Simplement une précision, on vient de terminer au niveau de la Fédération française de cardiologie un fascicule sur cœur et grossesse qui va être disponible, je pense, d'ici 2-3 mois. Donc n'hésitez pas, consultez le site de la Fédé pour avoir justement ce fascicule qui fait un petit peu le tour de la question, pas seulement sur l'hypertension d'ailleurs. Une question, deux questions. Allez-y. Une question par rapport à une patiente que je suis qui a 35 ans, qui a accouché, ça fait à peu près 6-7 mois, qui allaite, qui est hypertendue depuis, on va dire, 32-33 ans. D'accord. Je ne sais pas si initialement un bilan d'hypertension secondaire a été fait. Cette patiente, elle est sous aldomètre à dose maximale. Et en fait, le gynécologue qui la suit lui aurait dit que son déséquilibre hypertensionnel serait lié au fait qu'elle allaite la nuit et qu'on ne pourrait pas, qu'on ne pourrait pas modifier son traitement parce qu'elle allaite. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des thérapeutiques possibles malgré la grossesse et l'allaitement. Est-ce que vous avez un site de référence où on pourrait justement consulter ces thérapeutiques possibles en cas d'allaitement et de grossesse ? Bon, alors je vais pouvoir déjà vous laisser effectivement le petit encart. Hein. Alors je suis étonnée, j'ai aucune notion là alors sur cet effet de l'allaitement nocturne. Ça, c'est ma première réflexion. Là, je sais pas, hein, très franchement. La deuxième chose qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on évite autant que possible l'aldomètre parce qu'il y a des effets, en particulier sur les syndromes dépressifs. Voilà, hein, en sachant que chez les femmes qui allaitent, il y a une contre-indication des ARA2, mais on peut reprendre les IEC. D'accord, on peut reprendre les IEC.